Bonjour à toutes et à tous. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Bon, Bonjour Anne. voilà, ce sera mieux comme ça. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Français des Affaires. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Alors aujourd'hui, François Renaud, le célèbre François Renaud, va nous présenter la deuxième pièce du puzzle qui a débuté il y a une quinzaine de jours par la présentation de l'unité didactique par Amandine Diogo avec le déclencheur que vous pouvez toujours revoir en rediffusion sur notre site. Donc cette semaine, François va vous proposer la conceptualisation. Alors, je vous rappelle quelques petites règles. Vous avez à votre droite un chat qui vous permet, pendant la présentation, de poser toutes vos questions. Et à l'issue donc de cette présentation, moi je recueillerai toutes vos questions et François se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc je vais lancer la présentation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, François? Tout va bien? Non, je pense que tout est parfait jusqu'à Ok, présent. très bien. Alors allons-y. Et il arrive D'accord. Chaque chose en son temps. Voilà, Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, tout à fait. dit-elle en massacrant son clavier. Le voilà. Donc Excellent. voilà, je pense que vous devez tous avoir la première diapo du webinaire. Si ce n'est pas le cas, vous avez un petit icône tout en haut à droite de votre écran sur lequel vous pouvez cliquer et au lieu de voir ma tête, vous verrez cette présentation qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, François, je te laisse la parole. Merci. Anne, est-ce que tu as enclenché l'enregistrement? Oui, 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 oui. Excellent. C'est en cours, c'est en cours. Entendu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la série Puzzle de l'unité didactique. Après celui de la semaine dernière proposé par Amandine autour de la première étape, première phase de déclencheur, nous allons parler aujourd'hui de la conceptualisation. Et la conceptualisation, c'est, je dirais, le cœur battant de notre cours. C'est véritablement le point nodal du cours, puisque c'est là que se concentrent, à proprement parler, les apprentissages de nos apprenants. Donc, si je reprends le tableau des différentes étapes que nous proposait Amandine la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines déjà maintenant, nous voyons que cette phase de conceptualisation, elle vient dans un deuxième temps au cours de la séance et elle va permettre à l'apprenant, à partir d'une observation, de construire euh, sa compréhension d'un outil langagier, qu'il soit grammatical, lexical, discursif, phonétique, peu importe. Construire cet outil, en comprendre le fonctionnement pour l'apprendre, l'assimiler, le mémoriser. Le rôle du formateur et de la formatrice, le rôle de l'enseignant, de l'enseignante, c'est bien d'accompagner l'apprenant dans son apprentissage, de guider, de l'accompagner pour que l'apprenant fasse lui-même le travail de conceptualisation. On va revenir sur les détails à l'instant, mais il s'agit bien donc pour nous, enseignants et enseignantes, de faire observer, de faire réfléchir, de faire repérer, de faire faire, d'accompagner les apprenants dans la compréhension progressive de cet outil qu'on va leur demander d'acquérir.
pour, au bout de cette étape de conceptualisation, arriver au point où l'apprenant peut lui-même formuler la règle et on va l'aider à la formuler d'une manière concise, précise, facilement mémorisable. Lorsque on a réfléchi au titre qu'on allait donner à ce webinaire, on a choisi cette formule un petit peu provocante sur la question de savoir s'il valait pas mieux ne pas tout faire pour les apprenants. L'idée derrière ce titre, encore une fois volontairement provocateur, c'est non pas de ne pas reconnaître le travail important des formateurs en amont de la séance, au contraire, mais c'est de dire que ce travail en amont, il vient faciliter un travail qui est fait par les apprenants. Et en fait, on va en quelque sorte leur faire croire que c'est eux qui travaillent. On va en quelque sorte leur faire croire que ce sont eux qui mènent la danse pendant cette phase de conceptualisation, le formateur étant un peu en retrait. En vérité, il a un rôle très actif, très réfléchi, très préparé, d'accompagnateur, d'accoucheur du concept qu'il veut enseigner aux apprenants, mais il s'efface en tant que sachant pour devenir un simple guide accompagnateur dans ce voyage vers la compréhension d'un outil langagier. Donc, si on parle d'une séance de cours, lorsqu'on va travailler la conceptualisation, on va travailler la conceptualisation de 1, 2 outils sur lesquels on va focaliser et qui sont des outils indispensables pour réaliser le savoir-faire langagier qu'on veut enseigner à nos apprenants. Bien entendu, cette phase de conceptualisation, tout comme la phase de familiarisation, de déclencheur en amont et le travail de systématisation et de réemploi derrière, ils concourent tous à la réalisation d'un ou plusieurs savoir-faire langagiers qui sont visés par la séance. Les objectifs d'apprentissage de la séance ne sont autres que les savoir-faire langagiers qu'on veut apprendre à faire, qu'on veut faire acquérir à nos apprenants. Donc, en gardant en perspective les objectifs d'apprentissage de notre séance, on va identifier le ou les 2 outils langagiers que nous allons travailler pendant la séance. On va travailler tel champ lexical et telle structure discursive, par exemple. Ou bien on va travailler ces 2 structures grammaticales importantes pour rendre les apprenants capables de, je ne sais pas moi, comprendre des instructions ou bien présenter un bilan annuel ou ce genre de choses. Ces outils étant bien identifiés, on va, dès en amont de la séance, établir la boîte à outils. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'une boîte à outils. La boîte à outils, c'est véritablement la petite fiche, le petit schéma, la petite liste de ce que l'apprenant doit absolument retenir de la séance et mémoriser pour être capable, lors des séances ultérieures, de refaire ce qu'il a fait ce jour-là. La boîte à outils, c'est la présentation sous forme résumée, concise et précise à la fois de ce que l'apprenant doit mémoriser à partir de cette séance. Une fois la boîte à outils construite, dessinée sur une feuille, mon travail d'enseignant, ça va être d'imaginer le cheminement que je vais faire prendre aux apprenants pour qu'ils se dirigent doucettement vers la règle symbolisée par la boîte à outils finale, en les faisant passer par différentes phases d'observation plus ou moins précises, plus ou moins guidées, de réflexion, jusqu'au moment où ils sont capables de prononcer eux-mêmes, de dire eux-mêmes, d'écrire eux-mêmes, avec
ou sans notre aide, la règle que l'on veut leur faire retenir. Règle grammaticale, règle lexicale, règle discursive, règle phonétique éventuellement. Et toute cette démarche, elle vise encore et toujours à faciliter le travail des apprenants. Et c'est pourquoi on va toujours privilégier la plus grande simplicité, la plus grande rapidité possible dans la présentation, la construction de ces outils, de ces apprentissages. Si on regarde de plus près les différentes étapes de la conceptualisation, je vous donnerai des exemples, j'espère parlants, juste après. Notre apprenant, on va d'abord lui faire repérer, probablement dans un corpus, dans un document, mais pas seulement, pas toujours, mais on va lui faire repérer des exemples de la structure grammaticale, lexicale, discursive, phonétique, de la structure qui nous intéresse de travailler ce jour-là. Lui faire identifier des occurrences de cet outil langagier que l'on cible dans cette séance. Lorsqu'il les a repérés, on va lui demander de observer de plus près, de réfléchir pour voir comment les différentes composantes de cette structure se combinent. Quelle est la nature de chacun des éléments? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Voilà les questions que l'apprenant se pose avec notre accompagnement face aux structures auxquelles on l'a confronté. À partir de cette observation, de cette analyse, il va comprendre comment ça fonctionne. Et le meilleur moyen de se rendre compte si on comprend ce dont il s'agit, c'est d'être capable de l'expliquer. Donc, expliciter, schématiser, représenter sous une autre forme le fonctionnement d'une règle, c'est le moyen de véritablement faire comprendre l'outil. Dès lors, lorsqu'à la fin, nos apprenants ont face à eux un petit résumé de ce qu'ils devaient comprendre et retenir de la leçon, ils peuvent commencer le travail de mémorisation qu'ils continueront après le cours, en intercours. Ce travail de mémorisation, il est indispensable pour progresser dans les apprentissages langagiers. Mais du moins, ils ont un outil et ils ont une idée très précise de ce qu'ils doivent retenir. Donc, en lien avec ces étapes, si on réfléchit comme le proposait Amandine la semaine dernière en termes de consignes, en termes de mots-clés, de verbes-clés, ce qu'on va retrouver dans cette phase de conceptualisation, ce sont des verbes d'action du type observer, regarder, écouter, tous ces verbes qui focalisent l'attention de nos apprenants sur des éléments discrets que sont les occurrences des outils qui nous intéressent de travailler. Il s'agit bien entendu là-dedans de repérer, de faire du repérage. Ensuite, on va demander aux apprenants de décrire, de relier des éléments entre eux, des définitions, des documents, d'associer les choses, de classer les éléments pour faire tout ce travail de réflexion, observation du fonctionnement. Et en fin de parcours, on pourra leur demander de compléter un tableau, de compléter un schéma, et on va leur demander ainsi de co-construire sur des bases qu'on leur a déjà proposées, la règle, la boîte à outils. C'est-à-dire que même si c'est l'apprenant qui réfléchit et construit son apprentissage, seul et ou avec ses pairs, on peut plus ou moins lui faciliter la tâche, lui rendre la tâche facile et rapide en pavant le chemin avant qu'il le prenne,
en proposant des structures de boîte à outils, en proposant des schémas à compléter, des listes à compléter, de sorte que une partie du travail est déjà fait, et notamment le travail de mise en forme la plus explicite et la plus lisible possible. Prenons un exemple. Un exemple qui en vaut d'autres, voilà, c'est celui-ci. Attention, on appuie trop souvent sur le bouton. On est bien sur cette partie-là. Imaginons que dans cette séance, on veuille travailler le pronom en. Le pronom en, en, dans des phrases du type combien en voulez-vous, j'en veux deux, il y en a trois, etc. Pour arriver à ce point, on va commencer par une première phase de repérage qui s'installe toujours dans une situation réelle. Donc, on s'appuie sur un dialogue entre un serveur et des clients d'un café. Donc, pour poser la situation, dans une première phase de déclencheur, on aura peut-être montré une photo d'un serveur qui sert des clients dans un restaurant et pour poser un peu le décor. Ensuite, on leur fera écouter un dialogue et on aura une première phase donc, qui est à cheval entre la partie déclencheur, si vous voulez, et la partie conceptualisation. C'est dans le cheminement vers la conceptualisation. On va leur faire comprendre en gros ce dont il s'agit. Il s'agit de couverts, il s'agit de nombre de cafés, il s'agit de type de dessert, de commandes, etc. Ceci fait, ceci posé, on va, alors zut, on va passer à l'étape suivante de repérage plus précis, repérage et réflexion plus précise sur l'objet qui nous intéresse. Et là, les questions qu'on va leur poser, elles vont focaliser l'attention sur le point qui nous intéresse. On va commencer à utiliser le mot qui nous intéresse. Et on va faire travailler les apprenants sur, par exemple, ici, une transcription, c'est-à-dire un document écrit sur lequel ils vont pouvoir repérer les éléments qui nous intéressent. Dans un cas, ils vont repérer ces éléments à partir des questions qu'on leur pose. Dans d'autres cas, si on a besoin d'être plus rapide ou si nos apprenants ont besoin d'être plus aidés, on va nous-mêmes souligner les éléments à repérer, les mettre en gras, en rouge, en vert, pour focaliser l'attention de nos apprenants sur les éléments qui nous intéressent. On leur fait observer et on leur fait dire ce que ce mot a comme nature et comme fonction. Quand je parle de nature, je ne parle pas forcément de nature grammaticale, linguistique. Ça, c'est du métalangage qui peut être plus perturbant qu'autre chose. Mais ce que c'est que ce mot, à quoi il sert? En l'occurrence ici, on l'utilise pour éviter de répéter ou pour préciser une quantité dans certaines expressions d'expression de la quantité. À l'étape suivante, on va arriver à la phase d'établissement de la règle sous la forme d'un tableau tel que celui-ci, mais ça peut être aussi des formes encore plus simples que cela, où on aura, en utilisant des codes couleurs, en utilisant des formules mathématiques du genre plus, moins, entre parenthèses, égal, on va présenter la règle sous la forme la plus synthétique possible, mais en s'appuyant, autant que faire se peut et le plus souvent possible, sur un exemple bien choisi qui donne à voir comment ces règles s'inscrivent dans la réalité du discours et bien entendu en proposant des exemples qui sont directement liés à la situation qui nous intéresse. En l'occurrence, ici, dans un cours de français tourisme ou restauration, on est sur le service du client au restaurant. Les exemples qu'on donne sont ceux qui sont liés à la situation de communication qui nous intéresse.
à partir du moment où nos apprenants ont établi avec notre aide cette boîte à outils, ce petit résumé de la règle, on va pouvoir les faire travailler dans des exercices de systématisation. Mais là, je laisserai Meryl vous en parler la prochaine fois. Lorsqu'on fait, je vous donne maintenant quelques exemples extraits de différentes fiches pédagogiques des différentes phases de la conceptualisation. On peut faire travailler nos apprenants sur du repérage. Alors ici, par exemple, le repérage est guidé. Il s'agit de repérer des termes, bien sûr que j'ai sélectionnés en amont, ceux qui m'intéressent de faire acquérir, et dans un texte à trous. L'apprenant va entendre le texte et doit compléter le texte avec les mots qui manquent et qui sont les mots qui m'intéressent. Ce premier travail de repérage à travers la complétion d'un texte à trous, par exemple, je vais le retravailler dans une perspective plus réflexive en demandant à mon apprenant de placer les mots qu'il a entendus dans un tableau qui est déjà pré-organisé par moi. C'est moi qui ai décidé de lui présenter le tableau selon ses différentes entrées, matière, style, coupe, etc. J'ai déjà mis un certain nombre d'outils qu'il me semble important que mon apprenant retienne, qui apparaissent ici en noir. Ce sont des outils qui sont déjà présents dans le tableau que je demande à l'apprenant de compléter. Et l'apprenant, il va compléter avec les mots en rouge, c'est-à-dire les mots qu'il a entendus pendant l'exercice d'écoute. Ce n'est pas un exercice de compréhension au sens propre du terme, ce n'est pas un exercice de repérage de structure particulière. Donc ici, voilà, on est dans du repérage et classement, repérage et réflexion, classement d'éléments, d'outils en un ensemble cohérent qui a du sens et qui pourra être réutilisé ensuite. Autre exemple d'exercice dans une étape de conceptualisation, dans une perspective vraiment de réflexion sur le fonctionnement de l'outil qui nous intéresse. En l'occurrence ici, par exemple, l'expression de la cause, l'expression du but et la différence entre indicatif et subjonctif. Bon, à travers un exercice aussi simple que celui-ci, un exercice de relier, j'attire l'attention de mes apprenants sur les deux mots-clés qui permettent d'introduire une cause ou un but, et que j'ai mis en noir ici, et sur la forme verbale particulière que le verbe conjugué prend dans cette proposition. J'utilise des termes très métalinguistiques ici parce qu'on est entre spécialistes. Évidemment, l'idée de mettre du gras, du vert, du bleu, du surligné, etc., ça permet, dans toute la mesure du possible, d'éviter d'utiliser ce métalangage avec nos apprenants. Ils peuvent comprendre pas mal de choses, et même beaucoup de choses, sans qu'on ait besoin de leur incornifestibuler des notions aussi barbares que complément d'objet, attribut du sujet, subjonctif plus que parfait, ce genre de choses. Bon, ce n'est peut-être pas les meilleurs exemples choisis, mais on a facilement tendance à vouloir présenter des éléments grammaticaux avec du métalangage grammatical, des éléments phonétiques avec du métalangage phonétique. Or, il n'est pas du tout certain, il est même probable que les apprenants n'ont pas besoin de cela pour comprendre et assimiler des règles d'outils qui nous intéressent. Encore un exemple, qu'est-ce qui vient derrière? Non, ce derrière, c'est un exemple de boîte à outils. Présenté ici au format qu'elles ont dans les fiches numérifos qu'on propose sur notre site. Mais c'est toujours la même chose. Oups. Voilà. Essayez d'être le plus précis, concis possible. Utilisez
Excusez-moi, j'ai des problèmes avec le diaporama, voilà, qui n'est pas aussi rapide à la détente que je le voudrais. Cette boîte à outils, c'est bien un aide-mémoire. C'est la petite fiche que votre apprenant doit réviser la veille ou l'avant-veille du contrôle. C'est cette petite boîte à outils qu'il peut emporter avec lui pour réviser les règles, ce qu'il doit retenir de la leçon avant d'être lâché dans le grand bain du réemploi en fin de parcours. Voilà, la démarche, les principes, des exemples des différentes étapes dans cette démarche de conceptualisation. J'en termine ici et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions maintenant. Merci François. Merci François. Je vais arrêter le partage si tu veux bien. Donc, je pense que comme tous les membres de l'équipe, tu as été super clair et que tout le monde était tout oui. Nous avons pour l'instant une seule question, une question de Sonia. Alors, Sonia demande, vous dites que ce n'est pas toujours le cas de se baser sur des supports au départ. Si je ne pars pas de support audio écrit pour faire repérer, comment puis-je faire? Ce que je voulais dire, merci beaucoup pour cette question Sonia. Ce que je voulais dire par là, c'était que probablement que la plupart du temps, on va s'appuyer sur un document ou un extrait de document. Mais ce n'est pas une nécessité absolue, dans la mesure où, dans certains cas, pour certains outils, on ne veut pas passer plus de 5 minutes autour de cette question. Et donc, au lieu de s'appuyer sur un dialogue, un document, pour faire repérer les éléments qui nous intéressent, peut-être qu'on va, sauter cette étape et arriver directement à la projection au tableau de 2 phrases qui contiennent les éléments sur lesquels je vais attirer leur attention. Étant entendu qu'on s'est bien mis d'accord en début de séance sur l'objectif de la séance, à savoir aujourd'hui nous allons apprendre à faire ceci ou faire cela, nos apprenants ayant bien ça en tête, si à un moment donné je leur dis maintenant regardez au tableau, voyez ces 2 phrases, à quoi servent-elles? Bon, elles servent à faire ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Mais comment ça fonctionne? Regardez la partie en gras, la partie en rouge, la partie soulignée. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Vous voyez, je ne suis pas obligé de faire repérer, d'aller faire rechercher par l'apprenant, les apprenants, dans un document plus ou moins long, plus ou moins complexe, des éléments. Je peux parfois sauter cette étape et les faire réfléchir, toujours selon cette même démarche de observation, réflexion, construction de la règle, à partir d'exemples que je leur donne moi-même. C'est-à-dire j'ai fait ce travail de repérage en quelque sorte, j'ai extrait 2 phrases du document qui m'intéressent et je les leur montre telles quelles. Alors, Sonia rajoute, Oui. je peux partir de phrases dites écrites par les apprenants. Le cas échéant, ça peut être une bonne idée. Il est probable que si c'est un outil langagier nouveau, il est probable que vos apprenants ne sont pas encore capables de produire ce type de phrases exemples à partir desquelles que vous allez analyser, déconstruire, reconstruire pour leur apporter l'outil qui vous intéresse. Mais dans le processus de conceptualisation, puisque c'est un processus itératif et de co-construction par les apprenants, oui, vous aurez intérêt à chaque fois que c'est pertinent d'exploiter les propositions faites par les apprenants, les exemples qu'ils donnent pour illustrer la règle. Mais ça peut aussi se faire à l'oral sans forcément repasser par l'écrit à chaque fois. Bien entendu, vous avez raison Sonia, c'est l'apprenant qui est au cœur de l'apprentissage, c'est lui qui fait le travail, enfin c'est l'impression qu'il aura en tout cas, et c'est très bien comme ça. C'est lui qui propose des hypothèses, qui propose des formulations de la règle, que à la fin, moi, formateur, je vais reformuler définitivement de la manière la plus précise possible, quitte à compléter ma proposition
avec ce que les apprenants m'ont apporté pendant la session. Oui, Sonia confirme, ce sera l'occasion de faire acquérir même des phrases lacunaires. Alors, il y a Pilar qui indique boîte à outils pour niveau A1, A2, B1 et B2. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est en réponse à tes explications ou si c'est une demande. Le principe de la boîte à outils, c'est une forme ramassée, synthétique, claire, Une pleine de demande. couleurs et d'images, de la règle qu'on veut enseigner. Et on veut enseigner des règles en A1, en A2, en B1, en B2, en C1, en C2. Donc il y a des boîtes à outils à tous les niveaux. Et la boîte à outils, dans une perspective de français professionnel, dans une perspective de français sur objectifs spécifiques, même dans une perspective de français de spécialité, puis si vous ne savez pas la différence entre spécialité et français sur objectifs spécifiques, vous regardez le premier webinaire de notre série. Non, ce que je voulais dire, si on est dans une perspective dans laquelle le professeur construit beaucoup de matériel, il est probable que le professeur, l'enseignant, l'enseignante va construire cette boîte à outils. On peut s'appuyer évidemment sur les méthodes, même des méthodes FLE qui ont des propositions de boîte à outils qui peuvent être intéressantes. Généralement, on a besoin, nous formateurs, de les retravailler, de gommer certains exemples qui ne sont pas de notre niveau, ou de changer les exemples pour qu'ils soient plus en phase avec l'environnement, le contexte professionnel dans lequel on intervient. Mais on peut au moins s'appuyer sur des propositions de méthodes comme base à la création de nos propres boîtes à outils. Alors, j'ai une question de Marie, une réflexion de Marie. Mes étudiants ne disposent que d'1 heure par semaine. Je devrais donc réduire les documents de départ à de courts extraits, mais cela limite souvent l'exposition aux documents authentiques pertinents, plus longs. Or, exploiter le même document en plusieurs semaines est parfois monotone. Comment faire? Oui, absolument. Bon, je ne sais pas de quel cas il s'agit, quel niveau, etc. Lorsqu'on a peu de temps, on va essayer de consacrer le maximum de ce peu de temps dont on dispose pour faire agir. Donc, la partie présentation, compréhension des outils, elle doit être la plus rapide possible parce que il est absolument nécessaire que l'apprenant comprenne ce qu'il apprend, mais il est absolument indispensable qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Et le cours en présentiel, il est là pour donner aux apprenants l'occasion de mettre en pratique sous la surveillance, enfin sous la supervision du formateur. Dans une perspective, par exemple, de classe inversée, on peut avoir fait préparer certaines choses aux apprenants pour pouvoir concentrer le début du cours sur la révision ensemble, ou plutôt l'explicitation claire ensemble des règles, justement, des règles qui ont été prédigérées en préparation par les apprenants, de manière à passer un temps minimal là-dessus. Hop, mon téléphone va s'éteindre, il faut que je rebranche. Excusez-moi. Voilà les aléas du direct et de la Wi-Fi chez François. Voilà. Excusez-moi. Du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. D'où l'intérêt de réduire le temps passé pour la conceptualisation en pré-mâchant le travail, en aiguillant l'observation, la réflexion des apprenants et l'arrivée rapide à une boîte à outils synthétique des éléments qu'ils doivent retenir. Si vous allez faire un petit tour sur les fiches, les dernières fiches Numérifos qui ont été mises en ligne sur notre site, notamment celles qui sont associées, je vais indiquer l'adresse. Celles qui sont associées aux vidéos et aux exercices en ligne de notre partenaire TV5 Monde, vous verrez justement que la perspective qu'on a donnée à ces fiches, c'est d'avoir une préparation en amont
des apprenants, notamment à travers les vidéos sur TV5, pour consacrer ensuite, pour aller très vite ensuite, lors du regroupement en cours, sur l'établissement de la règle, donc cette phase de conceptualisation jusqu'à la boîte à outils, puis consacrer le temps qui reste à du travail de systématisation et de réemploi. Ah, là j'ai une belle question. Une question de Claude. Ma question concerne la petite fiche à la fin. Oui. J'ai tendance à toujours associer un exemple connu, familier, Oui. dans les récapitulations de règles. C'est pour essayer de renforcer l'acquisition de la règle par une forme d'automatisme, l'exemple qu'ils ont entendu et qu'ils doivent mémoriser. Est-ce que vous voyez un inconvénient théorique ou pas à cette pratique? Absolument pas. Au contraire, je crois que c'est une très bonne pratique. Parce que il y a des gens qui ont un esprit analytique et pour qui voir une règle avec des plus, des moins, des égales, ça a du sens et c'est plus facile à mémoriser. Puis il y a d'autres qui sont plutôt voilà, dans une autre forme de mémorisation et qui vont mémoriser une phrase qui a du sens pour eux et qui leur servira de modèle. Donc les deux sont, à mon avis, complémentaires et très utiles. Parfait, merci François. Merci, ça me rassure, dit Claude, super. Écoute, j'ai l'impression que tu es très clair, que tout le monde a posé… Ah, une petite question de Sonia. N'est-ce pas une façon de les réduire, une suite à ce qui vient d'être posé? N'est-ce pas une façon de les réduire à peu de formules? Ce que tu viens d'expliquer, d'expression. Oui, oui. L'idée de la boîte à outils, c'est qu'elle soit concise, précise. Ceci dit, une formule plus un exemple bien choisi, je pense que ça fait l'affaire sans prendre trop d'espace. Ce qu'on veut éviter, c'est des pages entières de règles avec toutes les exceptions, tous les cas particuliers, 18 exemples plus ou moins bien choisis qui vont emberlificoter l'esprit de nos apprenants et qui sont contre-productifs à la fin. Donc peu d'exemples, mais c'est bien concret, bien parlant et les apprenants retiennent plus facilement. Absolument. Parfait, parfait, parfait. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous commencez à bien faire votre puzzle? Vous avez eu donc la première partie avec le déclencheur. Là, vous avez la conceptualisation. Bientôt, la systématisation qui sera suivie du réemploi. Vous allez pouvoir avoir une unité didactique complète et parfaite. Pas de questions supplémentaires? Je n'ai pas l'impression. Donc, je vous rappelle que la suite du puzzle sera dans 15 jours, parce qu'effectivement, la semaine prochaine, nous présenterons les nouveaux diplômes de français de la santé. D'ailleurs, c'est François à nouveau qui sera présent, accompagné de Dominique Frein, et tous les deux se feront une joie de présenter ces nouveaux diplômes qui vont avoir un très beau succès, j'en suis certaine. Et donc, dans 15 jours, nous retrouverons ici pour la suite du puzzle, qui sera donc la systématisation présentée par Meryl Mossir. Et 15 jours plus tard, nous aurons la fin du puzzle avec le réemploi présenté par Dominique. Donc, je vais vous remettre l'adresse de notre site pour que vous puissiez vous inscrire à ces webinaires. Voilà, et de toute façon, vous pourrez également les revoir en rediffusion puisqu'ils sont enregistrés. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, que vous êtes impatients de découvrir la suite du puzzle. Et nous serons ravis de vous retrouver et la semaine prochaine pour ces diplômes de français de la santé et dans 15 jours pour la suite avec la systématisation présentée par Meryl Mossir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et espère vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Merci François. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir Anne.